C'est à partir de ce mercredi que débutent les 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement en mémoire de plus de 140 victimes de la pluie torrentielle qui s'est abattue mardi à Kinshasa. Sommet USA-Afrique, la RDC saisit l'opportunité pour faire un plaidoyer par rapport aux différents problèmes rencontrés particulièrement ces derniers mois avec l'agression rwandaise. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50, 3 jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi en mémoire de plus de 140 victimes de la pluie torrentielle qui s'est abattue mardi à Kinshasa. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, le gouvernement prendra en charge les obsèques de toutes les personnes décédées et des dispositions utiles seront prises pour que les activités funéraires soient organisées par commune. National pour 3 jours. À la même occasion, Son Excellence Monsieur le Président de la République a demandé au Premier ministre, qui à son tour nous a instruit de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ces jours. Et donc, à partir de demain, le Congo est en deuil. Après que nous ayons fait les points et que le président de la République nous ait donné des instructions. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Le deuil sera pris en charge par le gouvernement de la République. Les travaux sont en train de se faire et ça va se dérouler entre 4 et 5 jours. Mais dès ce soir déjà, les techniciens nous ont affirmé qu'ils feraient tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà dessiné. Dans l'actualité également, sommet USA-Afrique, la RDC saisit l'opportunité pour faire un plaidoyer par rapport aux différents problèmes rencontrés particulièrement ces derniers mois avec l'agression rwandaise. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rappelé par ailleurs l'importance du respect des accords climatiques qui auraient pu sauver la vie à des Congolais qui ont perdu la vie mardi à Kinshasa. Arrivé à Washington depuis dimanche, le président de la République a usé de tout son temps jusqu'à présent pour déployer en faveur de son pays. Depuis son arrivée au pouvoir, il a fait de la diplomatie une arme et il ne pouvait pas se louper sur ce coup-ci. Actuellement agressé par le Rwanda, Félix Tshisekedi est dans une démarche qui devrait conduire à des sanctions concrètes contre le régime de Paul Kagame, reconnu de plus en plus à travers le monde comme le bras armé des rebelles du M23 qui occupent quelques régions en RDC. Conscient du rôle de pays solution que la RDC joue actuellement face aux enjeux climatiques, Félix Tshisekedi a également saisi l'occasion pour alerter le monde sur le respect des accords entre États sur la question, ce qui aurait pu épargner la vie à plus d'une personne dans le monde, y compris en RDC, pas plus qu'hier. Mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures, cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. La RDC a été à l'honneur lors de ce grand rendez-vous américain, car c'est le célèbre chanteur Fally Ipupa qui a agrémenté les dîners offerts par Joe Biden à une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui séjournent à Washington. Au-delà du chant, Fally Ipupa a également profité de cette tribune pour lancer un appel aux dirigeants du monde entier sur la situation sécuritaire précaire en RDC depuis plusieurs années.
Il y a des gens qui se sont tués à l'est du pays. Il y a des guerres. Il y a des gens qui se sont massacrés, des familles, des femmes, des enfants. À cause d'une guerre, on ne s'en pas. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Un geste très applaudi dans l'opinion ces dernières heures. Bien avant la rencontre avec Joe Biden ce jeudi, les chefs d'État africains vont participer à un forum des affaires. Mardi, à l'ouverture, les discussions ont été axées sur la coopération spatiale, la santé, les changements climatiques, la paix et la sécurité, ainsi que la gouvernance. Une rencontre des chefs d'État africains qui n'est pas vue que d'un bon œil dans le continent. Depuis quelques années, les Africains apprécient les partenariats véritablement gagnant-gagnant, comme c'est le cas avec quelques partenaires asiatiques, dont principalement la Chine. Faire déplacer autant de dirigeants en Amérique pour des discours probablement déjà entendus fait débat. Nous avons recueilli pour vous quelques réactions à chaud. Regardez. US-Africa Leaders Summit is about to take place in Washington. This is only the second Africa Summit held by the United States. The first occurred in 2014. However, US influence has flatlined. American businesses have been slow to engage in Africa. We have about 50 presidents and heads of state in Africa indicating that they would attend the 2022 US-Africa Leaders Summit. So my question is, why do 50 people travel to visit one person? Why is the US president not traveling to Africa to meet African leaders at the African Union headquarters in Addis Ababa? This for me is another manifestation of the global coloniality of power, which the West wields over Africa, even in cases where the West stands to benefit more. You know, because such a state is not a master of its own destiny. I keep maintaining Africa has broad space to welcome every constructive partner. We are not choosing a bride, neither are we a bride to be chosen by anyone. Africa is a continent, it's not one country. But we have seen that the US tends to partner with very few of the continent. China, in most instances, has extended private and publicly funded investments into major infrastructure projects, which changed the scenario of Africa going out with a begging bowl to seek development. Autre chose à présent, une proposition de loi portant interdiction des fumées en public a été déposée mardi 13 décembre au bureau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Edouard Kiové. Cette proposition suscite plusieurs réactions et les avis sont partagés. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le député national Kiové. Bonjour honorable, alors qu'est-ce qui a motivé votre démarche? Certains articles qui consacrent justement à la santé, qui sont consacrés à la santé, mais aussi à l'environnement. Quand on prévient aux gens que fumer c'est préjudiciable à la santé, c'est comme quelque part où on écrit danger de mort. Maintenant, sciemment, vous venez, vous y passez. Donc vous êtes entre la vie ou la mort, mais quand même vous dites non, je ne vais pas le faire. Moi, je le considère comme un suicide. Et comme le suicide n'est pas punissable, c'est comme ça que quelqu'un qui aurait souhaité fumer, je le prends comme quelqu'un qui voudrait se suicider. Et le fait d'avoir la volonté de se suicider, vous ne pouvez pas traîner tout le monde qui aurait encore besoin de vivre derrière vous. C'est pour cette raison que je me suis dit que tout en étant libre de fumer, et les autres qui se sont portés volontaires de ne pas fumer, chacun doit respecter les limites de ses droits. Et une dernière question, honorable Kiové, pensez-vous que votre proposition de loi a de la chance d'être votée? En fait, je crois que ça sera la volonté du législateur que nous sommes. Comme nous avions déposé la loi hier, elle sera soumise au bureau d'études de l'Assemblée nationale et une fois qu'elle serait acceptée, jugée recevable par le bureau d'études, on va les soumettre maintenant à la plénière. C'est aux députés de décider. Mais je crois qu'ils ont droit à faire le choix parce que nous sommes députés pour préserver certaines choses
contre la population, surtout lorsqu'ils sont négatifs. Je ne vois pas quel est ce député qui pourrait ne pas accepter qu'une telle loi soit adoptée, le public en général, mais aussi ses électeurs en particulier. Merci au député national Edouard Kiové pour toutes ces précisions. Parlons éducation à présent. Les diplômes d'État édition 2021 pour les lauréats du Kasaï oriental ont été symboliquement remis mardi à Mbujimaï à l'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odiamusungay, par le ministre du secteur, Tony Mwaba, en mission de travail dans cette partie du pays. C'était en présence de plusieurs autorités du Kasaï oriental. L'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odiamusungay, a procédé mardi à Mbujimaï à la remise officielle de diplôme d'État aux lauréats de l'édition 2021 en présence du ministre du secteur, Tony Mwaba, du ministre provincial en charge de l'éducation du Kasaï oriental et de la secrétaire générale à l'EPST. Dans son allocution, Jacques Musungay a affirmé que 80% de ces diplômes ont été rédigés et remplis. Il n'en reste que 20%. Ceux derniers sont justifiés par le manque de fiches de finalistes qui ne sont pas encore parvenus au centre de rédaction de l'inspecteur général à Kinshasa. Il a par la même occasion lancé un appel aux inspecteurs principaux provinciaux IPP de s'occuper de certains chefs d'établissement qui bloquent le fiche des élèves au motif au non-versement de frais de scolarité. L'inspecteur général a en outre annoncé la livraison de diplômes d'État édition 2022 dans 2 semaines. Pour rappel, les années précédentes, le lauréat des différentes sessions de l'examen d'État passait des années sans leur titre scolaire après la proclamation de résultats. Ces derniers se contentaient simplement des attestations de réussite, ce qui avait pour conséquences fâcheuses, notamment des difficultés d'inscription dans différentes universités et instituts supérieurs du pays et d'ailleurs. Les diplômes d'État édition 2015 sont déjà disponibles à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dossier Katumbi Beveragi. Après la démission du président du tribunal de commerce de Lubumbashi, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la politisation de l'affaire et surtout l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour des fins politiques. Plusieurs acteurs demandent à ce que l'affaire soit tirée au clair pour extirper tout malentendu. Dans une lettre adressée au président de la République, le juge Batubenga Ilunga Laurent du tribunal des commerces de Lubumbashi annonçait sa démission. L'homme se voulant intègre explique qu'il subit des pressions auxquelles il ne saurait se soumettre et dénonce la politisation de la justice. Le juge Batubenga présidait jusqu'alors le tribunal des commerces de Lubumbashi. Dans sa lettre, il ne mâche pas ses mots. Et sa courageuse dénonciation jette à nouveau l'opprobre sur l'entourage du chef de l'État. Le juge Batubenga n'en pouvait plus, semble-t-il dire, d'encaisser des menaces et pressions, notamment du maître Peter Kazadi, qu'il cite nommément, des pressions tendant à lui exiger de juger contre le droit une affaire opposant le Congolais Moïse Katumbi au Français Pascal Beveragi dans les secteurs miniers. Dans sa lettre de démission, le juge écrit « Maître Peter prétend ne pas agir pour son compte personnel, mais dans l'intérêt du pouvoir, voudrait que je m'implique en tant que chef de juridiction pour aider à priver, selon ses termes, un adversaire politique des ressources financières qui lui donnerait les moyens de combattre le régime lors des prochaines échéances électorales. » Fin de citation. Entre les lignes, on lit un trafic d'influence au nom du pouvoir, mais difficile d'atteindre ni physiquement ni par téléphone le désormais ex-président du tribunal des commerces de Lubumbashi pour en savoir un peu plus. En effet, l'affaire en jeu concerne les procès opposant Moïse Katumbi à Pascal Beveragi. Tous deux se disputent la propriété de l'entreprise MCK Mining Company Katanga. Par contre, Peter Kazadi déclare n'être lié ni de près ni de loin au dossier Katumbi contre Beveragi. Et face à l'injustice, je me ligue. Je déteste l'injustice. Mais je suis avocat. Avec notre avènement au pouvoir, je me donne la peine de toujours choisir soigneusement les dossiers que je dois défendre, puisque au-delà de ma fonction de député provincial de Kinshasa, je vis comme avocat et j'exerce pleinement la profession d'avocat. Et chaque dossier qui m'est amené, je les vérifie
pour me mettre toujours du bon côté, pour éviter d'être accusé demain d'avoir usé des trafics d'argent. Dans la foulée, une correspondance non authentifiée publiée sur les réseaux sociaux et attribuée au service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, invitant le juge démissionnaire à se présenter à cet office, a suscité bien des interrogations sur les liens à établir dans cette affaire. Pour l'avocat Chilumbai, le juge démissionnaire devrait s'adresser à sa hiérarchie pour dénoncer toutes les menaces. Si le juge dit avoir été menacé sur une longue période, une très longue période, parce qu'il a varié les accusations, tout ça, lui, il sait ce qu'on fait. Lorsque un dossier comme celui-là, un dossier gênant, il a étudié le droit, il a étudié la déontologie, il sait ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se déporte. On dit que comme ma tête dérange, comme c'est moi qui suis censé embrouiller le dossier, je me retire du dossier. Mais il sait quand même accrocher pour rester dans le dossier. Deuxièmement, le juge sait qu'il a une instance protectrice des juges. Lui qui est menacé par un avocat, un simple avocat, il n'a jamais osé, ne fût-ce que appeler le bataillon de l'ordre pour lui dire « Votre avocat est en train de me menacer ». Mais bien au-delà, c'est toute l'opinion qui reste sur sa soif. Dans cette affaire qui indexe le pouvoir de manœuvrer pour écarter un adversaire politique en le privant de moyens financiers. Des accusations qui, en réalité, se déroulent sur un champ de l'abstrait. Celui notamment des appels vocaux, d'où la nécessité de l'éclairage via une action judiciaire afin de réunir des preuves sous les pressions évoquées. Et puis, Glencore a présenté mardi ses réalisations pour l'année 2022, accordant une attention particulière aux 856 millions de dollars d'impôts, taxes et redevances versés dans les caisses de l'État pour l'année 2021, permettant de dépasser le seuil de 2 milliards de dollars d'obligations fiscales remplies pendant les 3 dernières années. Par exemple, c'était devant un important parterre d'autorités et gouvernants congolais. Cette année, c'est autour de la thématique Glencore, un partenaire pour la transition énergétique et pour le développement durable de la RDC, que l'entreprise a donné sa conférence annuelle expliquant ses différents investissements et activités dans le pays. Tour à tour, Marie-Chantal Kaninda, présidente du conseil d'administration de KCC, son directeur général adjoint Placine Kala, les directeurs généraux de Mutanda Mining, Christian Rampa, se sont succédés à la tribune face à un public constitué essentiellement des députés, sénateurs, représentants du gouvernement et de la société civile, ainsi que plusieurs experts du secteur économique et minier. Glencore a pu présenter ses réalisations pour l'année 2022, accordant une attention particulière aux 856 millions de dollars d'impôts, taxes et redevances versés dans les caisses de l'État pour l'année 2021, permettant ainsi de dépasser le seuil de 2 milliards de dollars d'obligations fiscales remplies pendant les 3 dernières années. L'entreprise peut également se vanter de ses 4,3 milliards d'investissements sociaux bénéficiant aux populations de Lualaba qui les accueillent. Et nous avons pu aussi organiser un panel sur l'importance de la transition énergétique et le rôle que la RDC et que Glencore joue dans cette transition énergétique. Avec pour objectif de fournir de manière responsable des produits de base qui améliorent la vie quotidienne, Glencore prône 5 valeurs, à savoir la sécurité, la responsabilité, la simplicité, l'intégrité, l'esprit d'entreprise, ainsi que l'ouverture d'esprit. Lors de cette conférence annuelle, la parole a également été donnée au public pour une série de questions-réponses en toute transparence, en présence des chefs des cabinets, du président de la République et du Premier ministre. Occasion d'éclairer la lanterne de l'opinion sur l'amende transactionnel de 180 millions de dollars payé par Glencore après l'accord conclu le 5 décembre dernier avec la République démocratique du Congo. Rendons-nous au Congo-Brazzaville, peu visible dans les médias depuis plus d'une année. Pascal Ntassi Mabiala, chef de file de l'opposition congolaise, a réuni la presse mardi pour dénoncer le niveau très élevé de la corruption dans le pays. Il propose des pistes de solutions pour endiguer le fléau. Nous sommes au sommet de la corruption. Plus rien ne s'obtient dans ce pays sans passer en droit, même des petits actes administratifs, dit-il. Pour Pascal Ntassi Mabiala, éradiquer la corruption est avant tout une question de volonté politique et de liberté d'exercice du pouvoir judiciaire.
Et pendant ce temps au pays, Eric Bassélé, ministre provincial des Sports de la province de la Mongala, a rencontré le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé. L'état de lieu du secteur sportif dans cette partie du pays était au centre des discussions. J'étais dans l'obligation de rencontrer son excellence Serge Condé pour lui faire un état des lieux des secteurs de sport et loisirs de la Mongala, ma province. La Mongala connaît assez de problèmes en termes d'infrastructures et puis en termes d'accompagnement des athlètes, et surtout ceux qui pratiquent le boxe, ceux qui pratiquent le karaté, JB, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui pratiquent en bref les disciplines sportives, je fais part au ministre et je suis très heureux du fait que le ministre m'a rassuré pour de mon retour, après avoir envoyé l'état des lieux, il va déjoncter une équipe sur terrain, laquelle équipe va apporter des données fiables et il verra à son niveau qu'est-ce qu'il pourra faire pour que la Mongala soit bénéficiaire également en termes d'infrastructure par rapport à ce qu'il prévu dans le projet de développement de 145 territoires. Enfin, je suis très heureux, ça entre dans l'histoire de la Mongala depuis le démembrement. En fait, c'est la première fois qu'un ministre, un membre du gouvernement provincial de la Mongala arrive à rencontrer le ministre national. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. C'est à partir de ce mercredi que débutent les 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement en mémoire de plus de 140 victimes de la pluie torrentielle qui s'est abattue mardi à Kinshasa. Sommet USA-Afrique, la RDC saisit l'opportunité pour faire un plaidoyer par rapport aux différents problèmes rencontrés particulièrement ces derniers mois avec l'agression rwandaise. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. La revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Christian Kalonji qui fait son entrée sur ce plateau. Bienvenue Christian. Merci Grâce Salambo, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Alors à la une de votre revue de presse, drame à Kinshasa. Après les pluies diluviennes, le gouvernement décrète un deuil national de 3 jours en mémoire des victimes. Effectivement, grâce Salambo, il faut dire que la journée d'hier restera à jamais gravée dans la mémoire des Congolais puisque les fils et filles de ce pays ont donc perdu la vie à la suite de cette catastrophe naturelle et pourtant on pouvait l'éviter justement si des mesures avaient été prises en avant. Eh bien, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé, ayant fait l'évaluation sur le terrain en vue de palper des dégâts matériels et des pertes en vies humaines survenues après la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit du lundi à mardi à Kinshasa et sur instruction du chef de l'État a donc décrété, comme vous l'avez dit, 3 jours de deuil national à dater de ce mercredi 14 décembre en mémoire donc de ces victimes, rapporte interview.cd. En outre, grâce au cours d'une réunion urgente de crise tenue dans la soirée du mardi dernier, le gouvernement a rassuré que des dispositions utiles ont été prises afin d'organiser les funérailles des disparus par commune, poursuit ce média en ligne. Grâce le bilan provisoire dressé par le gouvernement de la République fait état des 120 personnes décédées, pointe radio okapi.net, selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a fait donc le compte-rendu de cette réunion présidée par le chef du gouvernement. Des démolitions seront faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobila, a donc été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, de prendre un acte en conformité avec la loi, grâce à un événement qui a suscité une vague des réactions. Nous en avons retenu quelques-unes. En tête du peloton, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté ses condoléances depuis Washington, où il se trouve aux familles, aux victimes de ces inondations. À en croire la Librafrique qui revient également sur ce sujet, Félix Tshisekedi a jugé que son pays n'était pas assez accompagné pour faire face aux dégâts causés par le changement climatique après donc les inondations mortelles dans la capitale Kinshasa. Des réactions grâce également du côté des hommes politiques congolais. Martin Fayulu, par exemple, a dénoncé le fait que
La ville, selon lui, est remplie des constructions anarchiques, des rivières non curées et des caniveaux bouchés. Moïse Katumbi parle de l'absence de curage des caniveaux et des drainages des eaux qui a transformé certains quartiers en cimetières. Un autre sujet de votre revue de presse, Christian, sommet Afrique-États-Unis. Washington annonce un financement de 55 milliards de dollars pour l'Afrique. Effectivement, reste à savoir si ça va vraiment aider. Eh bien, une aide financière de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'Afrique. Washington va donc consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique dans un grand nombre de secteurs, a annoncé la Maison-Blanche en marge du sommet France-Afrique. Pointe donc France24.com. Ce fonds, grâce seront donc en particulier consacrés sur 3 ans à la santé et à la réponse au changement climatique. Il y aura une réelle mobilisation des ressources sur des objectifs concrets, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale du président américain. Il faut rappeler que le sommet de 3 jours à Washington est censé relancer donc les relations des États-Unis avec le continent africain, laissées plus ou moins en jachère par l'ancien président Donald Trump au moment où la Chine comme la Russie avancent leurs pions sur le continent. C'est l'essentiel de votre revue de presse. Merci Christian Calongi. Je vous en prie, grâce à Salamou Chakou. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.